Donc, après un aperçu des enjeux, des risques et des incidents qui peuvent être difficiles à appréhender lorsque on n'est pas victime, euh, nous allons avoir un aperçu de ce qu'il peut malheureusement arriver lorsque des problèmes surviennent. Et cela au travers d'un retour d'expérience d'un métier qui est bien particulier, qui est expert judiciaire. Donc pour cela, nous accueillons Zitom. Alors, il a une palette élargie d'expériences. Docteur en intelligence artificielle, maître de conférence, professeur en informatique et maintenant directeur informatique d'une école d'ingénieurs, mais aussi expert judiciaire depuis 1999. Il est connu au travers de son blog qu'il tient depuis 2006, où il fait partager des anecdotes sur sa vie privée, sur la vie d'un informaticien expert judiciaire, aussi bien et sur ses activités d'expert judiciaire. Donc, voici Zitom qui va nous faire sa présentation. Bonjour à tous. Je ne connaîtrai pas la peur, car la peur tue l'esprit. La peur est la petite mort qui conduit à l'oblitération totale. J'affronterai ma peur. Je lui permettrai de passer sur moi, au travers de moi, et lorsqu'elle sera passée, je tournerai mon œil intérieur sur son chemin. Et là où elle sera passée, il n'y aura plus rien, rien que moi. Il est plus facile de bloguer seul face à son ordinateur que de se trouver seul face à vous. Je me représente. Donc, je suis expert judiciaire en informatique. Je tiens sous pseudonyme Zitom, le blog d'un informaticien expert judiciaire. J'ai 50 ans. Je travaille dans une école d'ingénieurs comme responsable informatique et technique. Tout d'abord, je tiens à préciser un point. J'ai choisi de bloguer sous pseudonyme afin de pouvoir aborder en toute liberté un certain nombre des dossiers que je traite. Je ne dévoile pas de secrets, je ne diffame pas, je ne me cache pas. Sur Internet, vous le savez, c'est assez difficile. Et mon pseudonymat n'est pas celui du délateur, du calomniateur ou du dénonciateur anonyme. Bloguer sous pseudonyme me permet de parler de mes dossiers en les romançant suffisamment pour qu'ils soient généralisés et eux-mêmes anonymisés. Bloguer sous pseudonyme me permet d'éviter d'être accusé de me faire de la publicité et de faire du business avec ma innotoriété éventuelle. Mon identité réelle est connue de la justice et est facile à découvrir, surtout par la communauté que vous représentez. Mon activité de blogueur est indiquée dans mon dossier de réinscription comme expert judiciaire et cela ne m'a pas empêché d'être réinscrit. Je vous demande simplement de jouer le jeu et de ne pas dévoiler mon identité réelle. Je dois aussi reconnaître que tout le monde se fiche un petit peu de mon vrai nom. Avant de commencer, je voudrais remercier l'organisation qui m'a invité, en particulier François Solaire, qui a eu à gérer mes demandes un petit peu particulières de blogueur. Je vous demande de l'applaudir, s'il vous plaît. Alors, la présentation que je vais vous faire se décompose en 3 parties. Qu'est-ce qu'un expert judiciaire ? Les problèmes rencontrés dans ce type d'activité, et bien sûr les conséquences pour l'administrateur réseau. Alors, qu'est-ce qu'un expert judiciaire ? Une chose très importante à comprendre dès le départ, c'est qu'il ne s'agit pas d'une profession. On n'est pas expert judiciaire de profession, on exerce une activité professionnelle et l'activité d'expert judiciaire vient en parallèle. Les magistrats sont très attentifs à ce comportement, n'aiment pas tellement que des personnes qui prennent leur retraite démarrent une activité d'expert judiciaire, dans la mesure où ils considèrent que la profession est vraiment la formation continue au cours de toute la vie. Un deuxième point que je voudrais souligner, c'est que le mot « expert » est un mot trompeur. Tout le monde est expert de quelque chose. Vous avez des gens qui se considèrent experts en cuisine, experts en potager.
vous êtes des experts en réseau informatique. Alors, j'ai plutôt l'habitude de comparer l'activité d'expert judiciaire à celle du médecin généraliste, le médecin de campagne, celui qui doit connaître un peu de tout, mais dès qu'il rencontre quelque chose d'un petit peu précis, va s'adresser aux neurochirurgiens des réseaux que vous êtes. Alors, la définition qu'on trouve sur le site du ministère de la Justice, les experts judiciaires sont des professionnels habilités chargés de donner au juge un avis technique sur des faits afin d'apporter des éclaircissements sur une affaire. Les magistrats ont des dossiers dans lesquels ils ont besoin de connaître un avis technique, d'avoir un avis technique, un accident de voiture, à quelle vitesse roulait la voiture, un incendie, est-ce que l'incendie a démarré de manière accidentelle ou criminelle. En informatique, les officiers de police judiciaire saisissent des matériels et demandent des investigations. C'est l'expert judiciaire en informatique qui mènera ces investigations. Alors, les magistrats, plutôt que d'avoir chacun leur liste de personnes qu'ils estiment compétentes, en fait, là, au niveau de la justice, l'organisation a consisté à créer un annuaire par cour d'appel. Alors, une vingtaine de cours d'appel en France. Dans chaque cour d'appel, vous avez cet annuaire, en fait, qu'on appelle une liste, avec des experts, avec des personnes inscrites sur cette liste, de manière à ce que les magistrats puissent savoir à qui s'adresser quand ils ont besoin d'un avis technique. Alors, un expert judiciaire, c'est une personne qui est inscrite sur cette liste. Alors, comment est-ce qu'on doit faire pour s'inscrire sur cette liste ? Première chose, vous devez déposer un dossier. C'est une demande que vous faites individuellement. Alors, ce dossier contient un certain nombre d'informations. C'est une sorte de CV détaillé. Vous allez pouvoir mettre vos publications éventuelles, les formations que vous avez suivies, les diplômes que vous avez pu obtenir. Ensuite, vous allez mettre les activités professionnelles que vous menez, les projets que vous avez eu à gérer. Bref, un CV détaillé. Ce dossier, vous le déposez. Alors, pour ceux qui sont intéressés, c'est une opération à faire impérativement avant le 1er mars de chaque année. Vous le déposez auprès du procureur de la République de la cour d'appel dont vous dépendez, d'où votre lieu d'habitation, votre lieu de travail dépend. Alors, les conditions à remplir, il y en a un certain nombre assez basiques. Je vais les résumer en 2 points. Il ne faut pas avoir été condamné et il faut avoir moins de 70 ans. Pour le reste, c'est un peu opaque. On ne sait pas trop comment le choix est fait. Vous pouvez être refusé. En général, la légende dit qu'on est systématiquement refusé lors de la première demande. En tout cas, ça a été mon cas. Donc, il n'y a pas d'obligation d'être très ancien. Moi, j'ai été accepté sur la liste des experts à l'âge de 35 ans, alors que j'avais à peine 5 ans d'expérience dans mon activité de responsable informatique. Donc, les conditions, je pense que c'est aussi lié à l'état de la liste. Si les magistrats considèrent qu'ils ont besoin d'un expert supplémentaire dans tel ou tel type d'activité, si un expert s'use un peu à cette activité, ils vont avoir un besoin et prendre la personne qui leur paraît la plus compétente. Alors, quels sont les problèmes que j'ai pu rencontrer au cours de cette activité ? Je vous l'ai dit un peu, le mot expert étant un mot à plusieurs sens, enfin en tout cas ambigu, c'est le problème du généraliste face au spécialiste. Lors d'une mission d'expertise, je vais prendre l'exemple des réseaux informatiques, vous allez peut-être un jour rencontrer un expert judiciaire et dans l'imaginaire ou dans votre imaginaire, vous dire cette personne doit être vraiment quelqu'un d'extraordinairement compétent dans mon univers et vous rendre compte en fait que ce n'est pas du tout le cas.
qu'elle ne connaît pas la moitié de ce que vous connaissez, ou en tout cas qu'elle n'en maîtrise pas les subtilités. Mais c'est normal, c'est exactement le cas du médecin généraliste face aux spécialistes. Certains experts judiciaires se sentent investis d'une mission de justice. Alors, de mon point de vue, c'est une erreur. Seul le magistrat juge. Il a besoin pour cela de votre avis, un avis technique. Vous allez donc le donner, mais le magistrat n'est pas tenu par le rapport que vous allez lui rendre et peut parfaitement prendre une décision à l'encontre des préconisations que vous allez faire. Certaines personnes, alors elles sont assez vite repérées par les magistrats, mais certaines personnes considèrent le fait de devenir expert judiciaire comme la Légion d'honneur, une médaille supplémentaire à leur actif, la fin d'une carrière, l'apothéose, la conséquence logique de leur capacité intellectuelle, et sont très fiers de mettre ce titre sur leur carte de visite. Alors ils sont vite repérés par les magistrats, puisqu'en fait ce sont des experts qui font assez peu d'expertise, et quand ils en font, ce n'est pas forcément les meilleures expertises. Une des difficultés que j'ai rencontrées également, c'est le magistrat demande mon avis technique dans un dossier, mais va le faire d'une manière en posant des questions, et ces questions sont parfois un peu posées de manière un peu maladroite. Alors, je vous donne un exemple. Un magistrat souhaite me faire analyser un disque dur pour vérifier s'il contient des images pédopornographiques, et dans sa mission ajoute si c'est le cas, merci de les imprimer. Alors, bon, ça va très bien s'il n'y en a pas. Ça va aussi s'il y a une dizaine, une vingtaine, une centaine d'images pédopornographiques. Mais si vous tombez sur un disque dur qui contient 30 000 images pédopornographiques, comme vous êtes tenu par la mission et vous êtes obligé de la remplir telle qu'elle est indiquée, on peut avoir des difficultés. Heureusement, les magistrats répondent au téléphone et sont capables un certain nombre de magistrats n'hésitent pas même à appeler l'expert qu'ils souhaitent missionner avant de le missionner pour discuter un petit peu avec lui des termes de la mission. Bon, enfin, c'est un secret pour personne. Le budget de la justice en France est assez étriqué. Je crois que la France est le 26e pays d'Europe en termes de budget ramené à l'habitant. Ne faites pas expert judiciaire pour devenir riche. Les expertises sont remboursées en général 1 an à 2 ans après avoir eu lieu, sachant que vous engagez des frais de déplacement, de train, d'hôtel, des frais de réunion, de location de salle, et que ça vous sera remboursé 1 an et demi après. Alors, quelques exemples d'expertise judiciaire. J'en ai déjà parlé un petit peu. L'analyse d'un disque dur, très souvent demandée dans le cadre des instructions. L'informatisation raté d'une entreprise, ça va être en général un dossier au tribunal de commerce. Une entreprise va constater une problématique, rencontrer une problématique avec sa société de service qui va rater un peu le projet d'informatisation. Tout ceci s'envenime et atterrit sur le bureau du juge du tribunal de commerce, qui va demander et missionner un expert pour donner son avis, à savoir pourquoi le projet a échoué, s'il a été mené dans les règles de l'art, pourquoi les sauvegardes n'ont pas pu être restaurées, etc., etc. Vous avez également des expertises assez banales sur des litiges qui concernent des particuliers. Alors en général, c'est au tribunal d'instance. Vous allez avoir un particulier qui n'est pas très content du matériel qu'il a acheté, qui est tombé en panne trop tôt dans la période de garantie et qui fait face à un vendeur qui peut être de mauvaise foi. Bref, là aussi, tout ça se termine devant le tribunal. Enfin, une partie qui n'est pas négligeable et qui prend une certaine ampleur
dans notre société qui se judiciarise, l'assistance auprès d'une partie qui va au procès. Alors là, on parle d'expertise privée, on n'est plus vraiment désigné par un magistrat, mais l'une des parties qui se lance dans un procès souhaite avoir l'assistance d'un expert judiciaire pour l'aider dans la partie technique qui va être abordée pendant le procès. Alors, un petit point technique rapide sur les différents outils qu'on peut utiliser dans le cadre des analyses forensiques. Alors, la communauté du libre a créé un outil qui s'appelle le SlotKit, avec son interface autopsie. Vous avez des produits commerciaux, Encase, un des plus connus, FTK. Vous voyez les prix, on est dans des ordres de grandeur assez importants. Je vous rappelle que la justice ne vous paiera pas ces logiciels. Donc, soit vous les achetez vous-même, avec une famille qui vous fait un joli cadeau à Noël, ou vous les avez déjà dans le cadre de votre activité professionnelle. Moi, j'ai ni la chance ni l'une, donc j'utilise le SlotKit et je rêve un jour qu'on m'offre l'un des deux outils que je viens de citer. Alors, j'utilise également des outils classiques de boot sur CD. Alors, j'utilise Deft Linux, qui a une particularité qui est vraiment que cette distribution a été adaptée pour l'analyse forensique. Vous bootez votre ordinateur avec tous ces supports, tous ces disques durs montés en lecture seule, avec la garantie de ne absolument pas modifier le support pour ne pas altérer la preuve éventuelle. Bien sûr, tous les outils qu'un bon administrateur réseau connaît pour tester la fiabilité de son réseau, donc tout ce qui est outils pour craquer les mots de passe, le site of crack basé sur les tables arc-en-ciel, mais évidemment tous les autres, dans l'univers Unix également. Je cite un outil qui m'est assez utile, LabVIEW, qui est un petit outil permettant de transformer, d'adapter une image obtenue par un DD Rescue, donc un fichier image bit à bit du disque dur, en fichier bootable en environnement VMware, ce qui permet, sans altérer l'image que vous avez prise, de faire fonctionner dans une VM le disque dur, l'ordinateur, pour avoir un petit aperçu. C'est toujours plus pratique que de ne travailler qu'avec des commandes en ligne. Photorec ou TestDisk, qui sont des outils aussi formidables, mis au point par un développeur qui ne demande que de l'aider à poursuivre sa collection de pièces. Il vous faudra également un certain nombre de connecteurs, surtout quand vous arrivez dans un environnement inconnu, par exemple dans le cas d'une perquisition, vous arrivez, vous ne connaissez pas le matériel en place, ni les modèles, ni la marque, ni la volumétrie, donc il vous faudra garder précieusement tous les connecteurs que vous pouvez utiliser, IDE par exemple, SCSI, hein, ça arrive encore, mais aussi SATA, tout ce qui peut servir à brancher à peu près tous les matériels informatiques. Les bloqueurs d'écriture sont conseillés si on n'est pas très à l'aise avec l'environnement Unix. Si vous disposez d'une salle blanche, les magistrats vous accueilleront à bras ouverts. Ce n'est pas mon cas et effectivement c'est assez cher. L'expertise judiciaire et les réseaux informatiques. Alors, dans les 15 dernières années que j'ai passées dans cette activité, j'ai essayé de reprendre quelques-unes des affaires qui m'ont marqué, soit parce que j'ai participé dans ma petite province, soit parce qu'elles ont été effectivement assez marquantes du point de vue de l'expertise. Alors, les logs de connexion, un grand classique. Tous les logs que vous conservez précieusement, parfois avec une certaine complexité, permettent effectivement de remonter un certain nombre d'informations, de faire un certain nombre de recherches, alors sans dévoiler de secrets particuliers, dans une disparition d'adultes avec ces enfants,
le magistrat souhaitait savoir si cette personne avait accédé depuis sa disparition à ces outils des réseaux sociaux, donc Facebook, Twitter, etc. Et dans ce cas-là, vous demandez au magistrat une commission rogatoire permettant d'obtenir du fournisseur d'accès les logs de connexion ou aux fournisseurs d'accès aux différents acteurs d'Internet, de manière à pouvoir analyser, étudier le comportement de la personne disparue. Quelque chose d'assez difficile à mener d'un point de vue humain, je dois le reconnaître, c'est la perquisition. Personne, sauf les professionnels de la chose, n'est formé à l'intrusion dans une vie privée du type de perquisition. Alors là aussi, j'ai eu un certain nombre de dossiers d'assistance à huissier de justice où on doit rentrer à 6 heures du matin dans une entreprise, chez un particulier, pour figer des éléments de preuve avec toute la complexité technique que ça peut avoir, je le disais tout à l'heure, environnement inconnu. Une petite parenthèse sur les réseaux informatiques domestiques. Les supports maintenant sont absolument diffusés chez les particuliers avec des stockages que vous allez trouver bien sûr sur des clés USB qui vont être un peu réparties dans la maison, des NAS de particuliers qu'on va trouver là aussi avec des informations, les disques durs des box sur lesquels un certain nombre de personnes stockent des informations. Donc là, c'est avec les officiers de police judiciaire, les gendarmes ou les policiers, une recherche des éléments qui peuvent aider le magistrat dans l'avancement de son dossier. Alors une affaire qui m'avait marqué parce qu'elle a été assez médiatisée, l'affaire Kirviel. Moi, ce qui m'a marqué, en fait, c'est les 2 experts judiciaires à qui on a demandé un jour de perquisitionner la salle des marchés de la Société Générale. Donc il faut imaginer deux personnes comme vous et moi qui certainement n'avaient jamais vu une salle de marché et qui se sont pointés avec les policiers ad hoc dans cette salle de marché pour en analyser le fonctionnement, le détail, les problèmes, les verrous, les procédures. Donc ça, c'est quelque chose que j'aurais bien aimé vivre. Enfin, je vous rassure, j'aurais refusé la mission pour incompétence notoire. Une petite anecdote sur les réseaux. J'ai eu à gérer un dossier dans lequel le PABX avait été mal configuré et où le patron de l'entreprise se plaignait que des informations fuitaient assez facilement et où j'avais pu constater un peu par hasard, parce que ce n'est pas du tout mon métier, par hasard parce que j'ai également un PABX à gérer dans mon entreprise, que le mode conférence a été activé, ce qui permettait, quand on connaissait la bonne touche à faire, de s'ajouter en fait à toute conversation démarrée. Donc quelqu'un dans l'entreprise venait se brancher sur le téléphone du patron quand il était en négociation. Et effectivement, les informations circulaient assez facilement dans l'entreprise. Alors, des actes irresponsables dans le virtuel. En fait, je ne vais pas en citer beaucoup, puisque vous les connaissez, vous les subissez parfois dans nos établissements. Par contre, on en entend beaucoup parler. Alors, j'en ai cité 5. La pédopornographie, soit par échange d'images sur Internet, soit par webcam interposée, quand un adulte force un jeune adolescent à se déshabiller devant sa webcam. Tout ce qui relève de la diffamation ou des injures sur un espace public, avec les forums, les pages web, les pages Facebook, ou Twitter. L'harcèlement par voie numérique, de plus en plus courant. Alors, j'ai eu quelques dossiers de divorce où monsieur gérait l'informatique de madame et où, pendant le divorce, monsieur gérait toujours l'informatique de madame.
Toutes les escroqueries diverses, parfois très anciennes, comme le scam nigérien, qui était connu sous le nom de lettres de Jérusalem au XVIIIe siècle, et qui utilise maintenant l'espace Internet pour les escroqueries diverses. Vous connaissez, c'est les fameux millions ou milliards qui sont dans une banque et les veuves qui cherchent à sortir du pays cette somme importante. Ne répondez pas. Et puis le téléchargement illégal, qui est encore de plus en plus surveillé aujourd'hui. Alors dans le téléchargement illégal, il y a bien sûr les œuvres vidéo ou musicales, mais vous avez aussi les logiciels et un certain nombre de choses qui sont illégales. Je ne ferai pas de commentaires particuliers sur ces lois. Alors, les conséquences pour l'administrateur réseau. Il y a des conséquences techniques. Ces conséquences techniques, je ne vais pas vous les présenter, vous les connaissez comme moi. Vous êtes tenu, vous avez à gérer des firewalls sur vos réseaux d'établissement. Vous avez à vous poser la question de la traçabilité, déjà ne serait-ce que pour vous, pour savoir remonter aux problèmes que vous avez détectés sur votre réseau. Donc ça, je ne vais pas en parler évidemment. Ça a aussi des conséquences juridiques. Alors, sans être un expert de la justice, enfin du droit, je ne suis pas avocat, je n'ai pas de formation juridique, je vais vous présenter rapidement quelques réflexions sur les obligations principales que vous pouvez avoir à rencontrer dans votre activité. L'avertissement, c'est effectivement de vous dire que je ne suis absolument pas spécialiste du droit. Alors, vous connaissez la loi informatique et liberté. Si vous ne la connaissez pas, je vous invite à la lire ou en tout cas à vous documenter sur cette loi. Moi, je retiens un élément qui m'apparaît essentiel, le traitement des données à caractère personnel que vous faites dans vos établissements au moment des inscriptions, enfin, tous les traitements que vous pouvez faire doivent être absolument non discriminatoires. Alors, ça veut simplement dire que vous ne pouvez pas tenir compte du sexe de la personne pour faire un traitement supplémentaire, donner des informations. Vous ne devez pas solliciter des informations qui sont inutiles à la gestion de vos établissements. Restez bien sûr confidentiel, donc il faut en assurer la confidentialité. Et le responsable du traitement doit déclarer tous les types de données qu'il traite. C'est quand même un aspect assez connu, je ne vais pas m'étendre trop dessus. Un autre aspect juridique qui découle de la problématique, c'est la collecte des données à caractère personnel. Alors, cette collecte implique le respect de 3 règles du Code du travail. Quand vous collectez des données à caractère personnel, vous devez en avoir besoin. Quand vous faites une inscription d'un étudiant, quand vous recevez un nouveau salarié dans votre entreprise, vous ne devez pas lui poser des questions, je ne sais pas, moi, les noms de ses grands-parents, le nombre d'enfants, le nombre de frères et sœurs. Enfin, si ça n'a pas de lien avec l'usage que vous devez en faire au sein de votre établissement, il faut rester dans ce principe de proportionnalité. Cette collecte doit être faite de manière transparente pour le salarié, pour l'étudiant, pour qu'il soit au courant que vous récoltez ces informations et que vous les conservez. Enfin, il y a un principe dit de discussion collective. Quand vous mettez en place un système de collecte de données à caractère personnel dans votre établissement, vous devez en informer les instances, en général le responsable de l'établissement, les ressources humaines, le comité d'entreprise ou l'équivalent dans les administrations. Alors, une loi qui revient régulièrement dans l'actualité, la loi sur la conservation des logs. Les entreprises et les établissements d'enseignement supérieur y sont tenus également, doivent conserver les logs durant 1 an. Alors vous le savez, cette loi qui date de 2011 a remplacé une loi qui,
crois me souvenir, imposait une conservation de 6 mois. Entre-temps, la loi de 2011 a ajouté des informations à conserver. Il faut savoir que cette loi est issue d'une jurisprudence où une banque, la BNP Paribas, a été condamnée pour ne pas avoir été capable de fournir les logs demandés sur une réquisition judiciaire. Oups. Le respect du secret des correspondances. Je crois savoir qu'au cours des JRS 2011, le problème a été soulevé. Enfin, c'est en tout cas un dossier qui avait été très sensible dans la communauté. Alors, je le rappelle sous une forme assez simple, issue de l'arrêt Nikon du 2 octobre 2001, qui est un arrêt de la Cour de cassation. Le salarié a droit, même pendant son temps de travail et sur son lieu de travail, au respect de l'intimité de sa vie privée. Alors, je terminerai sur les solutions que je peux proposer à mon modeste niveau à la communauté. Il faut s'intéresser, même quand on est expert en technique, il faut s'intéresser aux droits pour connaître ses droits et ses devoirs. C'est quelque chose qui m'apparaît important et sur lequel j'attire votre attention. Vous pouvez travailler avec un avocat spécialisé. Alors, je ne le cache pas, sur mon blog, j'ai la chance d'être marié avec une avocate, donc ça facilite pas mal ce genre de choses. Enfin, ça a d'autres inconvénients, mais ça facilite. Alors, régulièrement, vos établissements révisent les chartes informatiques. Je pense qu'il serait bon que les administrateurs, les techniciens qui sont en charge justement du traitement des données, de la gestion des réseaux, soient associés à la rédaction de la charte informatique, ce qui est une manière de se plonger dans ces textes de loi qui sont un peu abscons, plutôt que de lire la charte, de la découvrir. C'est un document en général ennuyeux. Donc la rédiger permet de passer du temps et de s'intéresser un peu à ces problèmes de droit. Bien sûr, lire les bons blogs, blogs juridiques, suivre les bonnes formations, faire un échange de bonnes pratiques, par exemple, venir à chaque édition des JIRES. Alors, rapide bibliographie, comment ne pas endormir son auditoire en 30 secondes, la communication orale avec diaporama de Jean-Marc Emonetti. J'espère que j'ai été un bon disciple de cet ouvrage. Le droit du numérique, que je vous conseille fortement malgré son prix assez élevé. Je sais que certaines universités, puisque quelques-uns des lecteurs du blog m'ont aidé en m'envoyant quelques extraits, certaines universités sont abonnées en ligne à cet ouvrage, éléments de droit pour informaticiens, le décret pour la conservation des logs. D'ailleurs, le titre du décret est intéressant, relatif à la conservation et à la communication des données permettant d'identifier toute personne ayant contribué à la création d'un contenu mis en ligne. C'est un décret très intéressant et que je vous invite à lire. Bien sûr, je vous renvoie à mon blog. Je vous remercie. S'il y a des questions, n'hésitez pas. Merci beaucoup, Zitom, pour cette intervention. On va donc prendre des questions dans la salle. Y en a-t-il? Sinon, il y a déjà des questions qui sont arrivées par Twitter. Il y a une première question qui était le chiffrement des disques durs et toutes les mesures de sécurité préconisées posent-elles un problème aux experts judiciaires? Alors, à l'impossible, nul n'est tenu. Lorsque je tombe sur un container TrueCrypt et que je n'ai pas le mot de passe d'accès, je ne peux pas ouvrir ce container. Personne ne le peut. Récemment, suite aux révélations, enfin en tout cas l'affaire de la NSA, un informaticien s'est amusé à télécharger les sources de TrueCrypt, à les compiler exactement comme indiqué dans la documentation et à faire une comparaison du binaire obtenu avec le binaire téléchargé sur le site de TrueCrypt. Il y a des différences, ces différences s'expliquent, c'est en général des tags
liées au moment, enfin des informations temporelles liées à la compilation, il n'a trouvé absolument aucune porte dérobée. Donc, personne ne peut lire des données qui sont chiffrées sous TrueCrypt à l'impossible nul n'étant tenu. Dans mon rapport, j'indique qu'on ne peut pas accéder à ce container. Alors, je ne vous cache pas qu'il y a quand même des moyens humains. On peut déjà demander au propriétaire de l'ordinateur s'il peut donner son mot de passe. Alors, ce n'est pas l'expert qui le fait. Moi, je n'ai pas les outils techniques, mais on demande aux policiers. Et les policiers, en général, arrivent à avoir les mots de passe. Alors, effectivement, TrueCrypt permet de gérer des containers cachés. Alors, les containers cachés, c'est très bien, sauf que quand vous ouvrez le container qui n'est pas caché, vous tombez en général sur assez peu de fichiers, et ces fichiers sont souvent datés de plusieurs années. Donc là, en général, on redemande au propriétaire le deuxième mot de passe qui, lui, permet d'accéder aux vraies données du container caché, par la même filière que le mot de passe précédent. Y a-t-il une autre question dans la salle? Là-bas à droite. Bonjour. Bonjour. Je vais rester anonyme, faire comme vous. J'ai une question un petit peu personnelle. Je me posais la question, parce que vous n'avez pas vraiment répondu, peut-être à la fin avec votre mariage. Qu'est-ce qui vous a motivé pour devenir expert judiciaire, pardon, pour être précis, à 35 ans, après juste 5 ans, comme vous l'avez dit? Vous ne l'avez pas trop expliqué. Alors, donc je l'ai dit, effectivement, je l'ai dit tout à l'heure, mon épouse étant avocate, on travaillait pas mal ensemble. Moi, je m'occupais de son secrétariat, puisque c'est quand même de l'informatique aussi. Et dans un de ces dossiers, il y avait un rapport d'expert judiciaire en informatique. Alors, elle vient me voir en me disant, écoute, Zitov, je ne comprends rien à ce qui est écrit dans ce rapport. Est-ce que tu ne pourrais pas m'aider? Donc, moi, j'ai lu le rapport. Toute personne ici aurait compris ce qui est écrit dans le rapport. Et puisqu'on est tous informaticiens, donc on comprend en général ce qu'écrivent nos camarades. Donc, j'ai pu lui expliquer. À ce moment-là, elle m'a dit, mais tu sais, les gens qui connaissent, qui comprennent ce genre de charabia, ça intéresse aussi la justice. Et c'est à ce moment-là qu'elle m'a expliqué ce qu'était un expert judiciaire. Donc, du coup, je lui ai dit, bah oui, pourquoi pas. Moi, je ne savais pas vraiment où je mettais les pieds, mais je trouvais ça intéressant pour me rapprocher de l'univers professionnel de mon épouse. Merci. Une autre question dans la salle? Alors, je suis désolé, j'ai les spots dans la figure. Au troisième rang devant. Hop. Oui, c'est bon, c'est calme. Merci de vous lever. Bonjour. Bonjour. Donc en fait, vous avez parlé pas mal d'éléments plutôt système sur les disques durs, etc., avec le StullsKit et compagnie. Est-ce que des fois, on vient vous voir avec genre des traces réseau, du PCAP, quoi, et on vous dit, voilà, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, oui, j'ai déjà eu des fichiers Wireshark dans un dossier. Donc, moi, j'utilise de temps en temps cet outil. C'est plutôt mon équipe. J'ai une grande équipe de 3 personnes, très, très compétentes, justement parce qu'ils sont peu nombreux. Donc, en fait, je suis allé les voir. Je leur ai dit, voilà, moi, je travaille sur un dossier où il y a ces traces-là. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est toutes ces informations? Enfin, il y a des informations que je comprenais, HTTP, TCP, mais après, il y avait des informations qui étaient moins évidentes. Et on s'est amusé. Alors, le fichier en question était assez volumineux. Donc, bon, ça a été... Mais il faut considérer, en fait, ces dossiers, enfin, moi, je les considère comme ça, comme un défi technique. On vous amène un scellé, on vous amène un fichier, on vous transmet un fichier, en vous demandant, en vous posant une question, et il faut répondre à tout près à cette question. Alors, vous avez le droit de dire non, parce que vous n'êtes pas compétent. Moi, quand on m'amène un téléphone, par exemple, beaucoup d'experts judiciaires en informatique ont pris le virage de la téléphonie mobile, parce que vous savez tous, un téléphone, c'est un petit ordinateur aujourd'hui. Moi, je n'ai pas fait ce virage parce que je me suis tout de suite senti incompétent.
il faut dessouder les composants pour les monter sur des appareils de lecture. Moi, je ne me sentais pas capable, à 50 ans, de refaire de la soudure, ou en tout cas de risquer de griller un téléphone. Donc il y a des moments, quand on n'est pas compétent, il faut savoir dire non. Une dernière question dans la salle, à gauche, au milieu à peu près. Merci de vous lever. Bonjour, Alain Ravaz, Message Tour. Pour rebondir à la question précédente, vous parlez d'une équipe. Est-ce que cette équipe a un titre par rapport à la justice, ou est-ce que vous avez le droit de divulguer des informations à cette équipe? Est-ce que vous pouvez expliquer? Alors, c'est un point très important. En France, l'expert judiciaire doit mener de manière personnelle ses investigations. Vous ne pouvez pas donner un disque dur à quelqu'un de votre équipe en disant vas-y, fais, toi qui es bon, fais ton boulot, et puis récupérer son travail. Ça, c'est strictement interdit. Vous devez, d'ailleurs, dans tous les rapports d'expertise judiciaire, vous finissez le rapport en disant « j'ai mené personnellement ces investigations ». Alors, personnellement, ne voulant pas dire que vous n'avez pas le droit de prendre l'avis d'un ami. Hein. Donc, il y a des listes de diffusion qui sont des listes un petit peu réservées aux experts judiciaires. Ne serait-ce par exemple que pour obtenir le numéro de fax du service juridique d'un FAI. Croyez-moi, c'est pas facile de contacter un FAI pour avoir des logs. Moi, je suis comme vous, hein, je vais sur Google ou DuckDuckGo et j'essaye de trouver l'information. Vous ne trouverez plus les informations téléphoniques des opérateurs. Donc, et les magistrats ne les connaissent pas, hein, ils ne savent pas forcément d'ailleurs ce que c'est qu'un opérateur. Donc, l'entraide existe. L'entraide existe aussi par rapport aux aspects plus techniques. Bon, dans mon cas, j'ai demandé à mon employeur l'autorisation de mener à bien l'activité d'expert judiciaire dès le départ, pour rester clair avec lui. Et il était clair aussi qu'il n'était pas tellement question que j'y consacre du temps professionnel. Donc ni les moyens de l'établissement, ni les moyens humains de l'établissement. Donc je discute parfois un peu de mes dossiers avec mon équipe, parce qu'on se comprend au moins sur ces termes-là, mais je ne leur demande pas de travailler dessus. Merci Zitom pour cette présentation qui était très instructive. Merci à vous. Donc, force est de constater, après ces deux présentations complémentaires, qu'on voit bien que parfois les RSSI, heureusement très motivés, ont tout de même l'impression de prêcher continuellement dans le désert. Veuillez accueillir Monseigneur de la Pomme 10.9.1. Mes bien chères sœurs, mes bien chers frères, Dear sisters and brothers, nous sommes réunis en ce jour pour rendre hommage à Sainte Sécurité Informatique des GIRES. we are together today to celebrate Saint Informatic Security of the GRS. Au commencement de l'Éden était le hardware, et tout était pour le mieux. At the beginning of Eden was the hardware, and all was fine. Dans ce paradis arriva le software, et le bien était encore en ces lieux. In this paradise arrived the software, and the good was still in the place. Et là, se faufilant insidieusement, se glissa Internet, qui certes fit communiquer les hommes, mais sema aussi le chaos. And there, stealing insidiously, skipped internet, which certainly made the main communicate, but also sowed the chaos. C'est alors qu'apparut le Tupperware. Excusez-moi.
Non, le malware, veuillez excuser mon emballement. Oops, the malware. Excuse me for my packaging. Sachez que le malware est partout, il est en chacun de nous et il peut se manifester à tout moment. Knows that the malware is everywhere and is in each of us. He can show himself at any time. Beaucoup d'entre vous me diraient « Ah, mais non, je ne mange pas de ce pain-là. » Mais en êtes-vous vraiment certain? Many of you will say to me, "Oh no, I do not eat this bretzel." But are you sure? Le malware est polymorphe et insidieux, il est le pire du pire. Malware is polymorphic and insidious. It is the peer-to-peer. Backup. Sauvegarde. Vous fermez la porte avec un mur de feu et il rentre par la fenêtre petit mou. You close the door with a firewall and he enters through the Microsoft Windows. Mais ne croyez pas non plus que l'OS fait tout. Même à moi, l'os est vulnérable. La preuve, il est troué en son centre. But do not believe that the operating system makes everything. Even in Mao, the bone is vulnerable. The proof is that it's burst in the center. De plus, beaucoup de nous ont flashé sur l'oracle Java alors que c'est de la daube. C'est bien qu'à côté, une passoire ressemble à une vraie casserole. Furthermore, a lot of us flashed on Java from Oracle, while it is Adobe. So, by comparison, a sieve looks like a pan. Il nous faut donc ici énoncer quelques règles pour que les brebis égarées retournent dans le droit chemin avec la prière de la mise à jour. It's necessary to express thus here some rule so that lost sheep return in the straight and now with the prayer of the update. Ah, la technique, hein. Récitez avec moi. La mise à jour de sécurité, je ferai. Au bon site web, je me connecterai. À l'installation d'un logiciel inconnu, mon mot de passe, je préserverai. Amen. Sommes-nous saufs pour autant? Malheureusement, non. Are we safe for all of that? Unfortunately not. Car le malware s'est répandu partout et jusque dans le cœur des hommes. Because the malware spread everywhere unto the heart of men. Couché, sale bête, hein? Ces suppôts du malware cherchent à nous estorquer votre âme et votre carte de crédit. These henchmen of the malware try to extort you your soul and your credit card. Et pour cela, ils ne reculent devant rien et vous tentent avec le poissonnage et le pourriel. And for this purpose, they use everything and tempt you with the phishing and the spam. Ah, pauvres de nous, pauvres pêcheurs qui croulons sous le poids de la marée. Ah, who are we, poor fishermen, who collapse under the weight of the tide? Comment mettre à l'index ces tentations du clic sans nous amputer? How to put on the index finger this temptation of the most click without amputating us? Il faut savoir dire peu manchot et rester de marbre. It's necessary to know to say a little penguin and stay stone-faced. Prions ensemble, Sainte Sécurité Informatique de GIRES, pour qu'elle nous garde du malware. Let's pray together, Saint Informatics Security of the GIRES, so that she guards us of the malware. Sainte Sécurité Informatique des GIRES, nous qui sommes de pauvres pécheurs, garde-nous de la tentation du spam et délivre-nous du clic compulsif. Amen. Plus subtil encore, en prétextant la gratuité, mais y a-t-il encore quelque chose de gratuit en ce monde, à part la miséricorde de Sainte Sécurité Informatique? Le malware a conquis des sociétés du vice. More subtle, by pleading the free access, but is there still something free in this world except for Saint Informatics Security Mercy? The malware conquered the Vice City. Oui, je n'ai pas peur de le crier haut et fort. Google, Twitter, Flickr, bout de transport, Facebook et bien d'autres n'ont pas peur de fouiller notre vie privée pour la vendre à d'autres et nous mettre à nu. Yes,
I'm not afraid of shouting loud and clear. Google, Twitter, Flickr, Dropbox, Facebook, and many others are not afraid of searching our private life to sell it to others and leave us naked. Plus fort encore, sous le prisme d'un repère enneigé, il semble qu'il faille se poser la question, quel droit donnait ça à l'Amérique? More hardly, under the prism of Snowden, it seems that it's necessary to raise the question, what's American NSA? Devant une si lourde organisation, faut-il baisser les bras et garder les yeux pour pleurer? In front of this lourd cave organization, is it necessary to give up and keep his ears to cry? Non, mes sœurs et mes frères, vous n'êtes pas seuls, les RSSI sont là. No, my sister and brothers, you are not alone. The CISOs are there. Ces gardiens du temple, fortement authentifiés, à l'affût de toute intrusion, disent rarement dans leur opération de nettoyage « Evelan, passe-moi l'éponge ». These strongly authenticated keepers of the flame on the lookout for any intrusion rarely say during the cure, "Hey, vilain, give me the sponge." C'est pour bénir la sainte mission de nos RSSI et CSSI que je vous invite à vous lever pour une dernière prière. Les bonnes pratiques, je prônerai, les fichiers critiques, j'archiverai, les informations sensibles, je chiffrerai, sur des VLAN différents, les usages, je séparerai, les outils consacrés, je répondrai, les mots de passe forts, je choisirai, les incidents toujours, je traiterai, et ainsi Internet, je dominerai. Amen. Que Sainte Sécurité Informatique des GIRES soit avec vous et avec votre PSSI. Bon, ben, je tenais vraiment à les remercier pour cette petite virgule humoristique, mais avec de vrais messages qui vous ont été passés. Donc je voudrais remercier Jean-Luc Évrard, François Didier, Jean-Luc Orsesi, et vedette américaine, Pierre David. Merci beaucoup. Donc ce sont quand même des gens sérieux puisqu'ils sont dans un labo du CNRS qui est l'IBMP, Institut de biologie moléculaire des plantes du CNRS. Merci encore. Et merci à vous de vous être relevés et d'avoir joué le jeu. Bon appétit à tous.